Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lumière Quotidienne, votre podcast, votre rendez-vous où conscience et action se rencontrent pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème profondément inspirant, la réconciliation avec la nature et la planète. Et pour parler réconciliation avec nature et planète, j'ai l'immense honneur d'être accompagné aujourd'hui par Monsieur Emmanuel Cassio, titulaire d'un master en administration des affaires, d'un diplôme en sciences environnementales et d'une licence en génie civil. Monsieur Emmanuel Cassio se retrouve au carrefour de son expertise entre management, ingénierie et écologie. Passionné par des questions d'intérêt général, il a accepté notre invitation. Il œuvre dans les secteurs privés, notamment dans l'accompagnement des projets dans le domaine d'habitat et d'environnement. Tenez-vous prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer cette thématique et ensemble, nous allons trouver des solutions. C'est parti pour Lumière Quotidienne. Bienvenue, Monsieur Emmanuel, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si j'ai bien fait la présentation, s'il y aurait quelque chose encore à ajouter, ça serait toujours bien. Merci pour l'invitation, et il n'y a rien à ajouter. Je pense que nous pouvons aller déjà dans la thématique. Merci, et pour mieux vous connaître alors, j'aimerais pour la première fois poser la question de savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le domaine des sciences environnementales? À quel moment vous vous êtes dit, c'est dans l'environnement que je vais agir? L'environnement, c'était une passion, étant petit, avec les problèmes de réchauffement climatique et tout. J'avais la nostalgie de faire l'environnement. Quand je suis allé à l'université, cela n'a pas été possible. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le secteur du génie civil, ayant fait les maths physiques aux humanités. Oui. Avant de finir le génie civil, par passion, par amour, je me suis décidé de suivre des cours d'environnement à distance. C'est ainsi que j'ai pu obtenir un diplôme en sciences environnementales et petit à petit, avec des certifications à gauche à droite, c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le secteur de l'environnement. Merci beaucoup. Mais pour plonger directement dans les vifs du sujet, j'aimerais savoir pour vous quels sont les enjeux environnementaux, les menaces environnementales actuelles pour notre monde d'aujourd'hui. Pour notre monde d'aujourd'hui, premièrement, nous avons les enjeux de réchauffement climatique avec les gaz à effet de serre qui occasionnent, comme la plupart des gens le savent, des inondations qui changent les températures dans certaines villes, des sécheresses à gauche, à droite, mais aussi sur le plan social. Donc, dans notre environnement le plus proche, nous avons le mauvais traitement des ordures, la pollution des eaux et toutes les maladies que l'on peut contracter par cette mauvaise gestion de notre environnement le plus proche. Oui, effectivement, quand on parle menace plutôt environnementale, nous voyons la plupart des fois les conséquences directes de la mauvaise gestion, de la mégestion de notre environnement, de notre écologie. Nous pourrons savoir peut-être quelles sont les causes, parce que la plupart des gens ne sont pas informés quant à ce. On pourrait au moins savoir quelles sont les causes principales pour vous de ces menaces environnementales dans notre société. À mon avis, vous avez déjà parlé du manque d'information. C'est que nous n'avons pas la connaissance pour savoir comment gérer ou comment vivre dans notre environnement, comment le garder sain, comment ne pas le polluer. Et deuxièmement, c'est juste les mauvaises pratiques. On est habitué à vivre d'une certaine manière. On ne sait pas quelles sont les conséquences de nos actes. Donc, principalement, la cause, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances. À mon avis. Oui. Et si on devrait revenir encore à vous, est-ce que vous avez, parce que vous avez parlé de cette passion innée, on peut dire, je sais pas si c'était inné, mais c'était en tout cas une passion puérile déjà depuis que vous étiez enfant. Et
plus tard, est-ce que vous avez une vision, une mission qui vous guide à travers tous vos projets, à travers tout ce que vous faites dans le domaine environnemental? Ma vision est quand même différente de celle de la plupart des gens. On parle souvent de sauver, de protéger l'environnement. Moi, mon approche est différente parce que pour moi, il s'agit de protéger l'être humain. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, c'est l'être humain qui est maintenant en voie de disparition, qui est en danger de mort. Donc pour moi, c'est plus un instinct de survie, ayant compris que on ne peut pas survivre dans un environnement hostile. C'est ainsi que je me suis dit, voilà, nous devons faire quelque chose pour préserver la race humaine et la protéger. Et quand on parle environnement, nous pouvons voir une chaîne des principes ou des valeurs à suivre nécessairement. Est-ce que vous vous êtes un jour dit qu'il y a un principe ou une valeur que vous ne pourriez jamais franchir dans vos projets, dans votre parcours? Bon, en ce qui me concerne, premièrement, c'est l'intérêt général. Voyez-vous, dans le secteur environnemental, il y a aussi le gain. On peut se faire de l'argent. Personnellement, c'est pas l'argent que je cherche en environnement, c'est l'intérêt général. Faire quelque chose qui peut aider, c'est déjà une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse. En ce qui concerne la profession, se faire de l'argent, je suis ingénieur civil, c'est là que je cherche l'argent. Mais pour l'environnement, c'est l'amour de la nature, je peux le dire, et la protection des êtres humains et tout. Alors, si on creuse encore un peu plus loin, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui a brisé la relation entre l'être humain et l'environnement et la nature? Bon, la relation entre l'être humain et la nature, elle est brisée pour la plupart des êtres humains, mais certains sont restés quand même connectés à la nature. Bon, est-ce la mondialisation? Est-ce le progrès? Je ne sais pas. Peut-être le manque d'amour. On est un peu plus concentré sur nos téléphones. Bon, je dirais on a juste changé de cap. On peut vivre sans faire les champs. On peut se faire de l'argent sans faire la pêche. Alors, étant donné que la nature, pour la plupart des êtres humains, n'est plus source de revenus, bon, beaucoup se sont désintéressés à l'intérêt de la nature. Mais pour ceux qui vivent et qui dépendent de la nature, je pense que le lien avec la nature n'a pas été brisé. Est-ce que si on se voit aujourd'hui, vous dites que le lien avec la nature n'a pas été brisé, mais est-ce que en matière d'environnement, si on peut se projeter dans 10, dans 20 ans, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Effectivement. Bon, en matière d'environnement, dans 10, dans 20 ans, je dirais que l'être humain est en danger. Oui. Parce que tel que la nature ou l'environnement est devenu, elle est hostile à l'être humain. Et ça, c'est par notre propre faute. Mais bien, plusieurs seront victimes, mais tel que je vois la nature, elle va continuer à exister parce qu'elle existait avant l'être humain. Oui. Et elle va continuer à exister après l'être humain. Ici, il est question de trouver des bonnes pratiques pour faire en sorte que nous, les êtres humains, nous puissions vivre dans cet environnement, que cet environnement soit moins hostile aux êtres humains, aux animaux et à toutes les plantes dont nous avons besoin pour survivre. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que les liens avec la nature, avec notre environnement n'a pas été brisé du tout. Peut-être que je peux nuancer. Oui. Le lien est brisé pour la plupart des êtres humains parce que la plupart d'entre nous, nous ne dépendons pas directement de la nature. Donc, pour avoir du pain, je ne vais pas au champ personnellement. Pour avoir du poisson, je ne pêche pas personnellement. Mais pour ceux qui dépendent de la nature directement, comme les pêcheurs, les agriculteurs, et peut-être ceux qui gardent les parcs, eux, leur lien avec la nature, c'est un peu plus direct. Il est quand même plus direct, mais pour les autres qui ne dépendent pas directement de la nature, et ça c'est la majorité des êtres humains, bon, ce lien, bon, il n'est pas si fort que ça. Alors, parce que si je m'imagine, en tout cas, dans mon lien avec la nature, je me projette encore un peu plus, je vois même les arbres que nous ne pouvons pas consommer. Nous voyons cette pêche dont vous avez parlé, nous voyons l'agriculture pratiquée par une certaine catégorie de personnes. Nous tous, on n'est pas agriculteurs ou pêcheurs. Mais en même temps,
on bénéficie nous tous des bienfaits de cette nature. Est-ce que vous trouvez que notre rapport, le rapport que nous entretenons avec la nature, reflète ce rapport en même temps avec quelque chose avec nous-mêmes alors? Parce que si nous devons considérer ce rapport avec la nature comme étant bénéficiaire pour nous tous, alors est-ce que ce rapport, étant brisé par certains, reflète aussi ce rapport avec nous-mêmes? Bon, en ce qui me concerne, je dirais oui. Déjà, si quelqu'un tient à lui-même, il tient à sa santé, tient à sa santé mentale, il veut respirer de l'air pur parce que nous savons déjà que l'air pollué crée des cancers. Cette personne est déjà obligée de prendre soin de la nature, de s'intéresser à la nature. Donc pour moi, c'est déjà de l'inconscience de ne pas s'intéresser à la nature, et cela se justifie parce que on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. Dernièrement, je lisais un livre qui parlait des plantes médicinales. Ce sont des plantes traditionnelles. La plupart de ces plantes-là, pour nous, pour la plupart des gens, on les qualifie de mauvaises herbes, parce qu'on a perdu cette connaissance-là. Bon, je me dis que quelqu'un qui s'intéresse à sa santé, qui tient à son bien-être, normalement devrait avoir connaissance de ces plantes-là. Je pense que cette relation individuelle envers soi-même étant brisée, ça fait que voilà, on ne s'intéresse pas à la nature parce qu'on ne sait pas ce que la nature nous apporte ou ce qu'elle peut nous apporter. Est-ce que vous avez un jour expérimenté une certaine guérison intérieure à travers quelqu'un qui a eu un lien avec la nature et qui puisse vous dire « j'ai eu une guérison intérieure à partir juste de mon amour pour la nature ». Bon, plusieurs personnes, quand elles sont stressées, il y a celles qui écoutent la musique, mais il y a d'autres, c'est juste aller dans la nature, aller se détendre à l'ombre d'un arbre, et puis après on se détend. La plupart des gens le font. C'est pourquoi certaines personnes font des excursions, ils vont dans des parcs. Voilà, parce que la nature nous apaise. On est stressé par la vie quotidienne. Ouais. Personnellement, j'ai fait cette expérience et plusieurs autres personnes. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si par le passé, par le temps, à travers l'évolution des connaissances, à travers l'évolution de la terre, de la vie, est-ce qu'il y a un genre de traditions philosophiques, des traditions spirituelles ou des croyances qui vous ont inspiré dans votre lien avec la nature? Y a-t-il est-ce qu'en faisant une reconnexion avec la nature, nous nous reconnectons avec quelque chose de sacré, quelque chose de plus grand que nous? Bien sûr, il y a plusieurs croyances qui traitent du lien que les êtres humains doivent avoir avec la nature, et même plusieurs traditions en Afrique, même si on doit parler des initiations. Mais personnellement, je n'ai pas de connaissances poussées dans ce sens-là, mais du moins, j'ai entendu dire, où j'ai appris que même nos ancêtres avaient un lien particulier avec la forêt, qu'avant d'aller chasser, il y avait des prières qu'ils faisaient. Voilà, tout ça est déjà perdu. Nous savons que la plupart des peuples qui vivent dans les forêts, les pygmées, tout ça, ils ont ce lien particulier, mais est-ce qu'il y a des traditions? Que disent ces traditions? Personnellement, je ne suis pas vraiment, j'ai pas assez de connaissances sur tout ça. Effectivement. Et si aujourd'hui, dans ce cas, on doit aller dans l'imaginaire, on doit sortir de notre état physique, aller dans l'imaginaire, quel est votre rêve pour la planète? Bon, le rêve pour la planète, moi déjà, je ne vais pas aller très loin en parlant de la planète. Je veux commencer par la communauté, là où nous vivons actuellement. Quand on arrive à savoir l'importance de la nature, on sait qu'on dépend de la terre, on a besoin d'elle pour survivre. Déjà, on va commencer par des petites choses. Ça peut être la gestion des déchets, la gestion par déchets. Je vois aussi les matières fécales. On peut prendre le cas de notre ville de Bukavu. Supposons que l'on fasse 1 semaine ou 2 semaines sans avoir accès à l'eau de la régie des eaux. Tout le monde va courir vers le lac pour puiser de l'eau. Mais presque toutes les maisons qui sont au bord du lac, leur fosse septique, c'est le lac. Donc, c'est que chaque fois que les fosses septiques sont remplies, nos matières fécales sont déversées dans le lac. Alors, tout cela va nous nuire. Voilà, il y a
telles le choléra, plusieurs maladies. À ce niveau-là, c'est que l'être humain prenne conscience. Et pour prendre conscience, on a besoin d'informations, on a besoin de connaissances. C'est peut-être savoir qu'on est dans une mauvaise situation, une prise de conscience qui, par après, pourra aboutir à la recherche de connaissances et en dernier lieu, on pourra prendre des actions concrètes pour essayer d'apaiser, de corriger ce qui peut être corrigé encore. Je vais moi aussi illustrer un tout petit peu parce que j'ai encore connaissance. Je me rappelle les fois où j'ai été avec des camarades, avec des amis, on prend quelque chose, un petit bonbon en cours de route et on jette juste les sachets juste à côté. Même les épluchures, des bananes par exemple, partout, qui jonchent par-delà la route. Ça, c'est vraiment un problème parce que un jour, j'avais vu une certaine maman comme ça, trébucher à partir de ces épluchures des bananes et qui a été transportée à l'hôpital. Je ne connais pas alors les verdicts qui a été prononcé, mais ça, je trouve que c'est un cas très dangereux. Non seulement, est-ce que à partir de là, parce que beaucoup de gens ignorent et ils se disent que peut-être c'est pas dangereux, peut-être que vous en faites trop, vous en faites tout un plat, alors que il n'y a absolument rien à faire, tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que il y a des petits gestes qu'on peut négliger, banaliser, mais qui se valent puissants aujourd'hui pour notre transformation, pour la transformation de notre communauté, de notre planète? Bon, effectivement, ce sont des petites choses, les petits gestes qui conduisent aux grandes réalisations. Bon, en parlant déjà de votre exemple-là, des petits déchets qu'on n'arrive pas à gérer, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. J'ai déjà eu à faire l'expérience personnelle d'avoir des déchets. Je me dis non, voilà, je veux pas les jeter sur la chaussée. Et puis, vous vous rendez compte que vous commencez à emmagasiner des déchets. Soit c'est votre poche qui est devenue une poubelle parce que la plupart de ceux qui gardent ces déchets, ils ne trouvent pas où jeter ces ordures. Il y a certains qui sont aussi au bord du lac, qui se disent non, je veux pas jeter mes ordures dans le lac. Ils l'emmagasinent. Ouais, au final, on n'a pas de décharge publique où on peut se débarrasser de nos ordures. Donc, c'est une question déjà individuelle, une question de mentalité où chacun se décide, voilà, je veux bien faire les choses. Mais à un certain niveau, c'est aussi une question communautaire où on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'État déjà pour avoir une décharge publique. Ça peut être 1 hectare ou 2 hectares où on sait que voilà les ordures de Bukavu, on dépose ça à tel endroit. Et là, il faut l'implication de l'État, l'implication du gouvernement. C'est une question individuelle, mais qui engage aussi la communauté. Un seul individu ne peut pas y arriver, peut-être chez lui, mais si on veut garder toute une ville propre, il faut que tout le monde s'implique. Alors maintenant, si on veut aller à l'échelle planétaire, vous comprenez que c'est une question qui engage toute l'humanité. Effectivement, parce que à Bukavu, on ne va pas parler usine, on ne va pas parler industrie parce que c'est pas une ville tellement industrialisée. On va voir déjà par des petits gestes et effectivement monter d'un grand parce que si au niveau des Bukavu, nous pouvons faire notre part à partir de l'autorité des régulations, n'est-ce pas, de la gestion des déchets à partir déjà de la maison, à partir de nos universités, à partir de nos écoles, à partir de nos églises, à partir de nos petits groupes, de nos petits sous-groupes, nous pouvons vraiment faire quelque chose de grand. Et effectivement, si je dois chuter, je peux vous poser une question. Si la Terre aujourd'hui s'est décidée de nous parler, à votre avis, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Bon, si la Terre décidait de nous parler, bon, elle nous dira on n'a pas bien pris soin d'elle, donc on n'a pas bien géré la Terre. Je pense que c'est le seul message qu'elle nous donne déjà, parce que selon moi, elle nous parle, mais pas avec des mots, mais avec des actions. Nous avons le réchauffement climatique, nous avons plusieurs maladies, plusieurs épidémies, donc la Terre nous parle déjà, elle nous dit que non, voilà, ce que vous faites là n'est pas correct. Changer de cap, sinon ça sera l'extinction de la race humaine. Et vous pensez que si nous continuons dans cette lancée, alors il pourrait y avoir une extinction humaine à grande échelle alors? Bon, pour moi c'est logique. Bon, supposons que quelqu'un garde
un étang chez lui où il y a des moustiques qui sont en train de se développer, qu'il ne prend aucune mesure pour se protéger contre ces moustiques, voilà, il aura la malaria. Il ne va pas se faire soigner, s'il ne traite pas le mal à la source, donc essayer de voir comment gérer cet étang, il va finir par mourir. Et ceux qui sont maintenant victimes, parce que voilà, la terre qui change, on n'arrive pas à savoir comment se comporter, les inondations. Je pense que si ce n'est pas tous les êtres humains qui sont en danger, au moins une grande partie va en souffrir. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai croisé en tout cas nombreux qui pensent que le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'abstrait. Ils pensent que pour ressentir le réchauffement climatique, il faut nécessairement aller en Europe, il faut nécessairement aller en Amérique. Mais le réchauffement climatique, nous sommes en train de le sentir même à partir de notre ville. J'avais vu des données de Copernicus, je crois, qui disaient que nous sommes en train de vivre des années, les années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Et ça, moi, de mon fort intérieur, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais où sommes-nous en train d'aller? Je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas privilégier cette approche des jugements ou des condamnations, mais surtout une approche d'aller vers les gens, de leur parler. Parce que dès le début, vous avez dit que les gens ne sont pas assez informés. Et j'avais un invité ici qui m'avait dit que les Anglais disent que information is power. Donc, celui qui est informé a un certain pouvoir. Il a un certain pouvoir parce que ce pouvoir permet de prévenir certaines choses plutôt que de pleurer sur notre sort plus tard. Parce que c'est à cela que nous sommes en train de nous diriger. Malheureusement, nous ne prenons pas conscience que chacun de nous, à partir de son niveau, il peut en tout cas changer le monde. Croire qu'on peut changer le monde, parce que changer le monde, il y en a qui croient qu'il faut juste devenir président de la République, il faut devenir pape, il faut devenir évêque, il faut devenir, qu'est-ce que je pourrais dire, gouverneur, député. Pourtant, à partir, comme je l'ai dit, de nos sous-groupes, de nos sous-communautés, nous pouvons déjà faire chacun quelque chose. Et si je dois vous demander juste un petit message à ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce serait lequel? Le message, je vais prendre appui sur ce que vous avez eu à dire. Bon, là, vous parlez de changer le monde. En ce qui me concerne, le monde est bien tel qu'il est. Ce qui doit changer, c'est l'être humain. Parce que voilà, le monde, en soi, il n'a pas changé. Il ne fait que réagir à notre manière de le traiter. Quand on le traite mal, il nous rend au centuple ce qu'on lui donne. C'est comme si on récolte ce qu'on sème. Donc, au fait, c'est le semeur, celui qui est en train de planter je ne sais quoi, qui doit changer de comportement, essayer de s'aimer quelque chose qui, selon lui, lui sera favorable. Sinon, si on continue dans cette lancée-là, voilà, bon, on va récolter ce qu'on est en train de s'aimer. Donc, l'effort, c'est celui de se changer soi-même, bon, en espérant que les autres aussi pourront se changer eux-mêmes. Mais le plus important dans ce changement, voilà, c'est la connaissance. On peut avoir le bon vouloir, on peut vouloir bien faire, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, il y a aussi cette soif, ce besoin de connaissance pour pouvoir essayer de remédier à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tomber amoureux de la nature. Oui. La protection de l'environnement commence-t-elle dans la famille? Non. La nature est-elle un reflet du divin? La nature est-elle un reflet du divin? Bon, c'est une question assez difficile. Bon, que dire à cette question? La nature est-elle un reflet du divin? Peut-être un fruit ou une œuvre. Bon, je dirais, je passe. Je passe. Bon. La méditation peut-elle aider à mieux aimer la terre? Non. Les océans sont-ils plus en danger que les forêts? Je passe. L'humanité a-t-elle échoué à respecter la terre? Oui, elle a échoué. L'amour de la terre est-il universel? L'amour de la terre est-il universel?
j'aimerais que ça soit universel, mais je ne pense pas. La vie est-elle un miracle quotidien? Oui, Est-ce que chaque rencontre humaine nous transforme un peu? oui, Pourriez-vous échanger toutes vos connaissances pour 2 millions d'euros? toutes mes connaissances pour 2 millions d'euros, c'est qu'après je deviens bête et je ne saurais pas utiliser ces 2 millions d'euros. Effectivement. Bon, non, je ne le ferai pas. C'était une question en fonction de ça. effectivement. Oui. La nature humaine est-elle fondamentalement bonne? La nature humaine est fondamentalement bonne, oui. L'humanité est-elle en quête de plus de sens que de confort? La minorité en quête de sens, la majorité en quête de confort. Donc je ne saurais pas dire oui ou non. Voilà. Ok. Donner sans attendre en retour est-il la clé du bonheur? Donner sans attendre quelque chose en retour, voilà, ça augmente le bonheur, mais la clé, je ne pense pas. Ok. La souffrance peut-elle être un chemin vers la sagesse? Oui, c'est un chemin avec la bonne attitude. Est-il possible d'être heureux sans gratitude? Heureux sans gratitude. Bon, je dirais non parce que pour moi, la gratitude fait partie déjà du bonheur. Ah oui. Peut-on aimer vraiment sans se connaître soi-même? Aimer sans se connaître soi-même. Aimer vraiment. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ok. Parce que déjà, j'essaie de savoir est-ce que personnellement j'aime vraiment. J'aime, mais est-ce que vraiment, bon, c'est comme ça que je passe, je m'abstiens. Peut-on vraiment recommencer même après des erreurs très graves? Oui, pour moi, c'est ça le sens de la vie. Peut-on espérer un monde meilleur dans 50 ans? Espérer un monde meilleur dans 50 ans, bon, je ne suis pas prophète de malheur, mais à l'allure où vont les choses, on doit se préparer tout simplement aux catastrophes à À venir. quelque chose de pire alors. Ouais, ouais. Ok. L'argent fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? L'argent est un moyen, ça contribue au bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Le plastique est-il l'ennemi numéro 1? Le plastique, bon, je n'irai pas jusque-là. Pour moi, l'ennemi numéro 1 de l'être humain, c'est l'être humain, ce n'est pas le plastique. On a créé le plastique, c'est qu'on peut le gérer. Encore, les générations futures seront-elles, d'après vous, plus conscientes que nous? Bon, les générations futures, je pense qu'à la limite, beaucoup seront conscients parce que grâce à la souffrance, aux catastrophes que nous allons vivre, qu'on le veuille ou pas, on sera obligé d'être conscient. Et ma dernière question, c'est la question que j'aime alors. L'amour est-il la force la plus puissante de la Terre? Oh, bon, de l'univers, de la création tout entière. Alors oui, pas que de la Terre, mais de tout ce qui existe. Le vrai amour, pas tomber amoureux, l'amour. Oui, en fait, l'amour, voilà. je parle de l'amour. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Emmanuel Cassio, pour ce partage si profond et inspirant. À travers nos discussions, à travers notre conversation, nous avons compris que l'amour de notre environnement, de la planète, n'est pas juste un devoir. C'est aussi un acte d'amour envers nous-mêmes et envers notre avenir. Nous avons compris qu'à travers nous, notre planète peut aspirer à ce pourquoi elle a été conçue. À toi qui me suis aujourd'hui, retiens, réconcilier avec la nature, c'est réconcilier avec l'humanité. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de notre épisode. Merci d'avoir choisi Lumière Quotidienne pour que ensemble nous puissions revivre en nous, nous puissions raviver le feu qui est en nous, mais que la plupart des fois nous nous forçons nous-mêmes d'éteindre. À très bientôt dans Lumière Quotidienne. N'oubliez pas, chaque petit geste compte.
Chaque petit pas est un pas vers une lumière nouvelle. Très, très chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de la terre, notre maison commune. Purchase your tracks today.